Is the microphone working? Now I can hello you. Hello, good evening. My name is Daniel Bonjour, Medin. je m'appelle Daniel Medin. Je suis vraiment ravie de vous souhaiter la bienvenue ici cet après-midi. C'est un privilège et un honneur que d'être aux côtés de Mircea Cartarescu, qui est, selon moi, l'un des romanciers les plus enthousiasmants du temps présent. Je le lis depuis des années. Nous sommes déjà rencontrés par le passé, mais c'est un moment fantastique pour parler d'une nouvelle œuvre de fiction qui a été publiée très récemment. Différentes œuvres ont été publiées, tant en anglais qu'en français ces dernières années. Donc, je vais essayer aussi librement que possible de passer de l'une à l'autre selon la direction prise par notre discussion cet après-midi. Alors, je me suis dit que nous pouvions peut-être commencer par un compliment. Il y a une chose que j'aime, c'est la fiction. Lorsque l'on prend un livre de Mircea, je peux m'adresser à vous directement, c'est que vous êtes un lecteur vorace. Vous lisez. Vous êtes quelqu'un qui a une passion de la lecture. Vous en avez un besoin vital. Et c'est quelque chose que je trouve non seulement stimulant, mais cela crée une vitalité dans votre écriture elle-même. C'est une écriture qui entre en conversation avec tout un tas d'autres formes d'écriture, de la grande littérature à des niveaux inférieurs. Je me souviens d'une anecdote, je ne sais plus si c'était Roberto Bolaño ou Cervantes, mais l'idée, c'est que l'un des deux, peut-être les deux, était tellement obsédé par la lecture qu'il lisait même ce qui était gribouillé sur des petits bouts de papier emportés par le vent. Et en lisant Mircea Cartarescu, on a l'impression de quelqu'un qui fait exactement cela. Il crée des mondes dans ses œuvres de fiction dans lesquels on souhaite disparaître en tant que lecteur. Mais commençons peut-être par quelque chose de plus concret que le monde de la lecture et ce qui se passe au niveau de l'imaginaire. On y reviendra toutefois. Je vais commencer avec une citation. Henry James a dit un jour qu'il fallait beaucoup d'histoire pour produire un tout petit peu de littérature. Vous venez d'un endroit du monde, l'Europe centrale de l'Est, la Roumanie, qui a une longue histoire et qui connaît une grande génération d'écrivains et d'écrivaines nés après la Deuxième Guerre mondiale qui ont créé une œuvre très enthousiasmante. Et je me pose la question de votre point de vue personnel en tant qu'écrivain par rapport à ces autres écrivains en Hongrie ou ailleurs, la présence de l'histoire dans votre propre inconscient en tant qu'écrivain. Eh bien, merci Daniel, tout d'abord, pour cette question très réfléchie. Oui, il y a effectivement un boom de la littérature en Europe de l'Est à l'heure actuelle. Ce n'est pas étonnant que deux écrivains hongrois aient gagné le prix Nobel et le prix Booker récemment. Olga Tokarczuk est aussi un autre grand écrivain de la région. Des auteurs roumains, ukrainiens, des écrivains de l'ex-Yougoslavie sont, d'après moi, parmi les plus grands écrivains au monde à l'heure actuelle. Donc oui, il y a une espèce d'essor. Et j'espère juste que le monde de la littérature aura la sagesse de les reconnaître, comme ils ont eu la sagesse d'accepter et de produire, de permettre l'essor de la littérature d'Amérique latine il y a une quarantaine d'années. Alors je suis très fière de faire partie intégrante de ce mouvement qui trouve ses racines peut-être dans des choses qui s'étaient produites précédemment durant la période de l'entre-deux-guerres en Europe centrale et l'Europe de l'Est, entre les deux guerres et après la guerre mondiale, avec la littérature moderniste, par exemple, que l'on trouve en Autriche.
durant l'entre-deux-guerres. Les classiques de la modernité ne se trouvent pas seulement au Royaume-Uni, aux États-Unis avec Virginia Woolf, T.S. Eliot, entre autres. Il y a également les grands écrivains d'Europe centrale qui faisaient partie de Khaqani. Et donc, partant de ces auteurs comme Musil, entre autres, Kafka lui-même, voire Elias Canetti, bien, il y a un long chemin, mais une tradition très robuste qui a mené la littérature européenne jusqu'à l'essor, jusqu'à ce boom que je viens d'évoquer. Moi, je sens que j'ai une dette de gratitude vis-à-vis de cette grande lignée d'écrivains, à commencer par Kafka, Bruno Schulz en Pologne, peut-être moins connu, mais un écrivain tout aussi bon de Roumanie qu'est Max Blecher. Donc moi, je me suis dirigée dans cette direction et je suis heureux de pouvoir admettre que j'ai des prédécesseurs aussi merveilleux que cela. Comment les avez-vous découverts? En effet, vous êtes un lecteur plutôt autodidacte. Ces auteurs de l'ancien empire austro-hongrois, vous les avez lus en traduction roumaine au moment de découvrir vos propres origines? Eh bien, la Transylvanie faisait partie de l'empire austro-hongrois. Et les autres parties de la Roumanie, elles, se retrouvaient coincées entre deux empires, entre les empires russes, ottomans et austro-hongrois. Mais pour vous dire la vérité, ça n'est pas la seule direction que j'ai suivie dans mes lectures. Moi, je suis un lecteur omnivore. Et finalement, peu m'importe où est né un écrivain, de quelle partie du monde il ou elle provient, à quelle époque ils ont vécu. Moi, je lis des bons écrivains et je refuse de lire les mauvais. C'est ça. Je dirais que c'est la distinction assez basique que je fais entre les écrivains. Il n'y a pas de distinction d'origine, d'ordre géographique, d'ordre historique. Et comment est-ce que j'arrive à distinguer les bons des mauvais écrivains? Eh bien, c'est à partir de la première phrase d'un livre. Si je lis la première phrase d'un livre et que j'opine du chef, je l'accepte. Je me dis, tout va bien. Les 5 premières lignes me permettent de dire, c'est un bon écrivain. Puis, je vais à la fin du livre. Mais si je n'arrive pas à lire la première phrase, eh ben, je laisse tomber le livre. Et je me dis, c'est pas pour moi. Peut-être que d'autres vont l'apprécier, mais pas moi. Je pensais à ce que disait Patrick Lemoine au cours de la dernière séance. Il a parlé de son travail en tant que psychiatre et il a dit que face à un patient, en 45 secondes, il se fait son opinion. Et le reste de la séance permet de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Or, vous avez à peu près la même expérience à la lecture d'un livre. Vous arrivez à juger cela en une seule phrase. Eh bien, So there's a car that's blocking. It's okay.
We're going to get to postmodernism and On va arriver au postmodernisme et à ce type d'interruption ultérieurement. C'était en avant-goût. Bien, alors revenons à ces premières 45 secondes. Moi, j'ai essayé de me souvenir de quand j'ai décidé de devenir écrivain. Quelles ont été mes 45 premières secondes qui m'y ont décidé? Et je n'arrive à les retrouver nulle part. Moi, je pense qu'un écrivain ne décide pas. Cela s'impose à lui. C'est quelque chose d'autre qui décide à sa place. Un écrivain naît écrivain, un artiste naît artiste. Et peut-être que les 45 secondes se déroulent dans l'utérus, lorsque vous êtes un fœtus, dans l'utérus de votre mère, je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que lire et écrire, ce sont les deux côtés d'une même médaille. On ne peut pas être un écrivain sans être un bon lecteur. Moi, je pense être un bon lecteur avant même d'être un écrivain. C'est ça mon travail. Moi, je lis des livres. Si j'essaie de classer mes souvenirs chronologiquement, je me retrouve toujours avec une image de moi, avec un livre devant moi. J'ai un premier souvenir, je devais avoir l'âge de 2 ans, c'est mon tout premier souvenir. Je me trouve sur les genoux de ma mère et ma mère tient un grand livre illustré pour enfants. Elle le tient devant nous et elle lit à voix haute. C'est l'un de mes premiers souvenirs. C'est un archétype pour moi. Et ce premier souvenir se répète et se reconnaît tout au long de ma vie. Et à ce jour, si vous me demandez qu'est-ce que vous avez à l'esprit, c'est un livre. C'est le livre sur lequel je travaille. C'est le livre que je suis en train de lire. Je peux me définir comme une personne dans la galaxie de Gutenberg. Je sais que c'est peut-être un petit peu obsolète à l'ère de l'IA qui nous prépare à découvrir de nouvelles contrées, mais moi je suis ravie que ma vie se soit articulée autour des livres comme notre planète tourne autour du Soleil. Alors, avant de passer à la dimension galactique, revenons à une échelle plus petite, revenons à la Roumanie. L'histoire et la langue de ce pays que vous avez connu avant quoi que ce soit d'autre. Je suis assez curieux. En effet, vos livres ne racontent pas l'histoire, même si l'on reviendra très certainement à Théodorus, un livre pseudo-historique qui se joue de l'histoire. En même temps, dans vos autres livres, notamment Orbitor, le régime communiste, sans être directement sur le régime Ceausescu, on se rend compte que c'est l'environnement du récit que contient le livre. De ce que j'ai compris, ce dernier livre est intraduisible à cause de la manière dont vous utilisez le roumain dans l'original. J'en viens à mon dernier point, et vous y répondrez comme vous voulez, parce qu'il s'agit plutôt d'une série de commentaires plutôt qu'une question. Donc on a la langue roumaine, on a également un lieu, Bucarest, dans Solénoïde, dans les différents volumes d'Orbitor. Il y a des pages et des pages où figure Bucarest comme une muse. Bon, moi, je déteste Ceausescu encore davantage aujourd'hui que de son vivant. En effet, on me pose toujours des questions sur lui. Aujourd'hui encore, 35 ans après son exécution, durant la Révolution roumaine, pour beaucoup de gens,
les gens continuent de me poser la question de Ceausescu, la Securitate, la Roumanie de l'époque, les orphelinats. C'est important d'en parler, c'est extraordinairement important de l'évoquer, mais il n'y a pas que ça. Et tout auteur a sa propre histoire, sa propre tranche historique, sa propre époque. Et il faut poser la question à ces auteurs, les mêmes questions que l'on pose à tout autre auteur. Quid de la douleur, de l'amour, de la haine, tout ce qui fait de nous des humains. Et pas seulement où êtes-vous né, quelle a été votre expérience. Moi, je préfère être considéré comme un auteur universel, comme Homère, Sappho, à ce jour. Partager l'expérience que j'ai faite avec mes livres en les écrivant. Alors, bien évidemment, je suis né sous une dictature, mais ça m'importait peu. J'ai souffert, comme tous mes compatriotes aussi. J'ai souffert de la faim, du froid, de la peur, entre autres choses. Et bien évidemment, j'en fais encore des cauchemars. Mais j'ai toujours vécu dans Rilke davantage que dans la Roumanie, dans Dostoïevski plus que sous le régime du dictateur. À l'époque, j'étais très jeune, je faisais partie d'un groupe d'auteurs qui se réunissaient dans le cadre de cercles littéraires secrets. Ils étaient marginalisés, ils étaient persécutés et en même temps, ils étaient heureux de vivre dans la littérature universelle, de lire les poèmes de Gary Snyder, d'Allen Ginsberg, de lire les œuvres de Wittgenstein, de lire les grands philosophes, la grande philosophie, la grande littérature du monde. On vivait la culture. C'était notre manière de résister à la laideur du monde qui nous entourait et à résister à ces temps meurtriers que nous connaissions. Alors, après cette ère terrible, une fois qu'elle a pris fin, nous sommes devenus professeurs à l'université. Moi, j'ai enseigné la littérature pendant près de 40 ans, soit la majeure partie de ma vie, à Bucarest, à Berlin, à Vienne, à New York, à Amsterdam. Et donc, ma vie s'articule non pas autour de ma propre histoire. Ma propre histoire, elle est là, mais elle peut attendre. J'ai écrit à ce sujet, j'en rêve, j'en fais des cauchemars. Mais la littérature, c'est ma vie. Ça a toujours été ma vie. À l'époque, on riait avec Don Quichotte, on pleurait avec Anna Karénine. Pas seulement les auteurs, mais les gens dans la rue étaient condamnés à lire la grande littérature. En effet, à l'époque, on n'avait aucun divertissement. Personne ne pouvait regarder la télé. Si on allumait la télé, on ne voyait que Ceausescu et sa femme. Personne n'allait dans les clubs car il n'en existait pas, il n'y avait pas de boîte de nuit. Personne ne jouait aux jeux vidéo parce que, à l'époque, à part Atari, il n'y avait pas grand-chose et c'était assez primitif. Les gens s'ennuyaient terriblement et ils vivaient dans la douleur et dans la peur.
Les gens les plus ordinaires, les paysans, les ouvriers, lisaient Dostoïevski, ils lisaient Tolstoï, ils lisaient tout un tas d'autres écrivains, Balzac par exemple. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était la seule manière pour eux de se divertir, entre guillemets, le seul mode de divertissement possible sous le régime communiste roumain de l'époque. Fort heureusement, nous disposions de bibliothèques où l'on trouvait les classiques, on retrouvait des collections de littérature moderne. Donc on avait des choses à lire. C'était des œuvres d'art. Or, les gens, y compris les gens les plus ordinaires, lisaient les grandes œuvres de la littérature. Je ne sais pas s'ils les comprenaient, mais ils devaient les lire car il n'existait aucune littérature érotique, aucune science-fiction, aucune littérature populaire à l'époque. Si j'ai bien compris, les traductions de ces classiques étaient souvent assez bonnes. Les traductions dans les différentes langues slaves étaient très bien faites. Eh bien, dans les années 80, c'est l'époque à laquelle j'ai fait mes études, le régime s'est un peu ouvert à la littérature occidentale contemporaine et moderne. Les romans, les poèmes qui avaient fait couler de l'encre à l'Ouest ont été traduits. Bien sûr, ça devait passer devant la censure, mais tout était censuré après. Tout était censuré, même les livres de cuisine. Oui, je le dis parce que la séance précédente portait sur les chefs de cuisine. Même les livres pour enfants étaient décortiqués par la censure. En 85 ou 86, Umberto Eco est venu à Bucarest, invité par la Société des écrivains roumains. Et il était là dans une grande salle et tous les écrivains voulaient le rencontrer. Et l'un de mes collègues, un très jeune poète, lui a dit « Monsieur Eco, saviez-vous que 40 pages ont été retirées de votre livre, Le nom de la rose ?» Et il a été abasourdi. Il a dit « Mais pourquoi ? Mon livre ne critique pas le communisme. Pourquoi est-ce que la censure s'est déchaînée sur mon roman ?» Et mon collègue poète a dit « Eh bien, vous n'échappez pas à la règle, tout est censuré chez nous. » Je crois que vous avez déjà un petit peu abordé la question de l'héritage commun que vous avez avec les écrivains hongrois, bulgares, polonais et tchèques. Ce qui était intéressant, c'est que votre monde a été très limité jusqu'en 89 et vous vous êtes formé, vous avez grandi dans cet environnement et tout d'un coup, les murs tombent. Vous découvrez un nouveau monde. Votre monde est bouleversé. Ça doit être une expérience assez profonde, si vous avez 20 ou 30 ans, de voir que votre monde se transforme de tout au tout. Et ensuite, il y a la possibilité de voyager. Vous avez parlé de tous les lieux où vous avez enseigné. C'est une expérience véritablement de transformation et encore plus pour celui qui n'a jamais pu voyager auparavant. Mais bon, je réfléchis à voix haute. Si je pense à ce qu'il y a de commun entre l'expérience de votre génération, d'écrivains de l'Europe de l'Est, je pense à l'ironie historique, les visions noires, l'humour, une veine d'ironie très profonde.
la perte des illusions, une certaine perspicacité historique, une croyance profonde et non commerciale en la littérature. Parce que pour ces cultures, la littérature compte. Et en même temps, ce n'est pas simplement un moyen de gagner sa vie. Vous l'avez dit vous-même. Vous avez dit, j'étais sans doute écrivain dans le ventre de ma mère. Et c'est solénoïde qui est supposé être le journal intime d'un écrivain. C'est très important, ce que vous venez de dire, parce que cette vision non commerciale des arts, et pour ce qui nous concerne, la littérature, a été fondamentale pour le développement des arts en Europe de l'Est. Aux États-Unis, par exemple, tout est commercial et les écrivains non commerciaux sont marginalisés. Il y en a très peu qui arrivent à percer. À l'Est, tous les écrivains importants sont non commerciaux. Ils ne pensent jamais à la gloire, à l'argent, au pouvoir, au circuit de promotion, cette saleté et cette laideur. Ce sont des écrivains idéalistes. Ils écrivent pour eux-mêmes et pour leurs pairs qui ont la même vision. Ils écrivent pour l'écriture, pour le plaisir d'écrire. Je ne connais aucun écrivain roumain, polonais, hongrois qui s'est un jour dit, je vais profiter de ce que j'ai écrit. Il y a des écrivains en Amérique latine sont beaucoup plus heureux que les écrivains de l'Ouest parce qu'ils ne sont pas vendus aux maisons d'édition, aux agents. Ils ne jouent pas le jeu. Ils refusent de jouer à ce jeu-là. Ils écrivent pour le plaisir d'écrire. J'écris non pas pour aujourd'hui ou demain. J'écris pour Homère, pour Dante, pour Rilke. Lorsque j'écris une phrase, je me demande si Homère aimerait cette phrase. Est-ce que ce poème plairait à Dante? Et c'est très beau, c'est très idéaliste. En quelque part, c'est hors du temps et hors du monde. C'est pourquoi j'adore les grands écrivains latino-américains, Bolaño, Marquez Llosa, Sabato, c'est mon idole. C'est le meilleur des meilleurs, après Kafka, bien entendu, dans mon panthéon personnel. Tous ces écrivains écrivaient pour raconter la souffrance humaine, la joie humaine, la vie des humains. Et ils ont écrit également pour dévoiler, pour faire toute la lumière sur ce qui était sale et fou dans le monde, les tyrans, la criminalité, la folie de ce monde. Et ils l'ont fait en utilisant l'ironie, mais aussi une écriture qui était proche de celle des pamphlets. Et c'est formidable. Bon, parlons de l'histoire, de la folie, de la tyrannie. Et je crois que Théodoros va nous y emmener. Mais d'abord, une question sur la forme. Parce que je trouve que vos œuvres de fiction, et cela vaut pour d'autres écrivains, François Norvaille, je pourrais vous donner toute la liste, sont anti-réalistes.
Donc, lorsque je parle de style et de forme, je veux parler du refus du récit réaliste conventionnel, qui est une forme de récit. Votre fiction habite dans un état rêve entre des descriptions qui sont quasi documentaires dans leur précision, mais surréelles ou surréalistes dans leur exécution. Pour le lecteur, cela brouille merveilleusement les frontières entre la réalité et l'irréalité, entre la raison et la folie, entre l'état éveillé et l'état de rêve. Ce sont des oppositions en apparence, mais dans votre œuvre se trouvent ensemble et cohabitent. Dans Solénoïde, il y a une sorte de visualisation. Dans le livre, ces solénoïdes sont des sortes de bobines électromagnétiques souterraines. Et le personnage a un lit. Il fait l'amour avec sa partenaire et ils sont en lévitation au-dessus du lit. Et donc, ce brouillage des frontières est une sorte de refus de ce que on pourrait appeler le réalisme dans l'état éveillé. Mais en même temps, vous présentez l'état de rêve comme il existe, parce que notre existence contient cela aussi. À mon avis, un écrivain réaliste, un roman réaliste, ça n'existe pas. Je n'ai jamais lu un roman réaliste. Les romans, ce sont des productions de l'esprit. Et là, nous nous heurtons à la question difficile de la réalité. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que l'irréel? Cette question est au cœur de mon roman Solénoïde, bien entendu, et dans le livre, la réponse est la suivante. Le réel, c'est ce qui nous fait souffrir. Seule la douleur est réelle. Tout le reste est irréel. La réalité est un sentiment que nous ressentons seulement lorsque nous ressentons la douleur. Par exemple, lorsque vous rêvez et vous ne savez pas si vous êtes en train de rêver ou si c'est réel, vous demandez à quelqu'un de vous pincer. Quand quelqu'un vous pince, vous ressentez de la douleur et vous savez que vous ne rêvez pas. Si vous ne sentez pas la douleur, c'est que vous rêvez. Donc, la réponse, c'est la douleur. La douleur, c'est la différence entre la réalité et l'irréalité. Et à mon avis, toute la littérature est de la poésie. Toute la bonne littérature est de la poésie. Et à ce moment-là, ce n'est pas du réel. Même dans un roman de Somerset Maugham ou Balzac ou des romans d'autres écrivains qui donnent l'impression d'être des romans réalistes, s'il n'y a pas un aspect poétique, eh bien, cela ne m'intéresse pas. Donc, pour moi, tous les bons écrivains sont des poètes. Tous les écrivains sont des poètes. D'ailleurs, tous les artistes sont des poètes. Et pas seulement les artistes, mais toutes celles et ceux qui participent à la production de connaissances humaines sont des poètes. Parce que c'est au sommet de toute entreprise humaine. Par exemple, un mathématicien dirait cette formule est gracieuse, elle est belle, et donc elle est poétique. La physique quantique, c'est de la poésie. Ce n'est rien que de la poésie. C'est tellement paradoxal. C'est tellement fantastique. C'est un monde fantastique et tout disparaît, il n'y a pas d'objet. J'aime comparer cela à la poésie. Les livres comme le Bhagavad Gita
c'est de la poésie pure. La théologie aussi. Quelle belle idée d'avoir des dieux au ciel et des démons sous nos pieds. Si l'on songe de toutes les catégories de la connaissance humaine, bon, il n'y a pas de catégorie, toute la connaissance est un, mais nous avons tendance à créer des catégories et des compartiments. Mais toutes ces catégories, dans la pyramide des connaisses, ont à leur sommet une mini-pyramide, un pyramidon en diamant qui est la poésie. J'ai l'impression d'avoir de la chance. J'ai toujours été poète, non pas écrivain de prose ou d'œuvres de recherche ou de journaliste. J'ai fait tous ces métiers. Mais au cœur de mon action littéraire, il y a la poésie. Aujourd'hui, en Roumanie, l'on me considère que je suis un poète. Et certains de mes recueils de poésie sont devenus des classiques en Roumanie. Même si à l'étranger, je suis plus connu pour mes romans. Eh bien, vous imbriquez tous ces domaines dans vos œuvres de fiction. La biologie, le papillon est un motif récurrent, un thème récurrent dans la trilogie Orbitor. La mathématique, vous êtes également omnivore dans votre intégration de tous ces domaines dans votre écriture. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai parlé d'aspect cosmologique. Theodoros a été publié récemment en français, va bientôt être publié en anglais et a récemment également été publié en allemand. Cette œuvre m'a étonné. Bon, on reconnaît votre patte. Le livre contient tout l'univers, ou plutôt des représentations de toute partie de l'univers, mais c'est légèrement différent, puisque son point de départ est un moment de l'histoire, des personnages de l'histoire qui sont concrets et qui se sont produits à des dates fixes, même si je dirais que c'est un roman anti-historique. Une manière plutôt simpliste de comparer vos œuvres, c'est que Solénoïde et Orbitor tournent autour de la conscience d'une personne et l'univers qui existe. Les fantasmes, les rêves de cette personne. Ici, vous avez un personnage principal, mais le paysage dans lequel se déroule le livre est social, historique. La reine Victoria fait une apparition. Il y a d'autres personnages qui sont des créations pures, qui semblent être des créations pures, mais qui ont existé dans l'histoire. Cela me rappelle Mason and Dixon de Thomas Pynchon. Il y a des repères, mais ils s'amusent à s'immiscer dans l'histoire et la réécrire. Pensez à Crime et Châtiment de Dostoïevski. C'est un roman. Si c'est un roman policier, eh bien, Theodoros, pourquoi pas, est un roman historique. Chez Dostoïevski, tout le monde peut y trouver le roman policier. Il y a un crime et un châtiment. Mais il y a une autre couche, un autre niveau psychologique qui n'est pas accessible à tous les lecteurs. Bon, il y a le drame de Raskolnikov.
Il y a encore un niveau qui est théologique et métaphysique. Et un encore plus petit nombre de lecteurs ont la capacité d'accéder à ce niveau-là. Donc, je crois que la plupart des bons livres ont plusieurs niveaux. Tout le monde peut les lire, mais tout le monde ne peut pas les comprendre intégralement. Je peux facilement m'imaginer qu'un lecteur débutant sera fasciné par le destin de Raskolnikov. Ensuite, cette personne ou ce lecteur évolue et comprend mieux le cauchemar de Raskolnikov, qui se rend compte qu'il est meurtrier. Et ensuite, il y a la rédemption universelle avec un personnage au-dessus de lui qu'il comprend qu'il le pardonne. Il en va de même pour Théodoros. Vous pouvez le lire comme un roman historique. Il y a des faits bien documentés. Je devrais vous dire que j'ai travaillé avec une équipe de 8 historiens qui ont vérifié tous les faits historiques. J'ajoute rapidement que Théodoros était un empire éthiopien du 19e siècle. Il me semble que tout lecteur peut se satisfaire de ce niveau. Mais je ne suis pas un écrivain historique. L'histoire m'intéresse que peu. Pour moi, l'histoire, c'est un cauchemar, comme le dit Joyce dans sa fameuse citation. Moi, je ne fais que me jouer des conventions du roman historique. C'est un roman métahistorique, comme vous l'avez dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire, le monde fantastique. Les mondes fantastiques multiples dans cette œuvre. J'étais très heureux de l'écrire. Comme vous l'avez dit, cette fois-ci, mon roman n'est pas une enquête sur ma vie intérieure. C'est un petit peu comme un œuf de Fabergé. Quelque chose qui a une vie à elle, comme une horloge faite de tout un tas de pierres, d'engrenages, de pièces de composantes qui s'emboîtent. Et si j'ai réussi à faire tout ce que j'entendais faire, comme un horloger suisse, par exemple, cela devrait fonctionner. Mais cela ne fonctionne que si toutes les pièces s'emboîtent, s'imbriquent parfaitement et qu'elles fonctionnent en synergie, qu'elles comprennent leur propre rôle dans tout le système. C'est un système composé de différents mondes qui s'étalent sur 3000 années historiques. Cela commence avec le roi Salomon, qui a déjà été évoqué ici précédemment, et cela finit en 2041, à la fin du monde. Bon, j'espère ne pas être prophète, je vous le dis tout de suite. Et j'espère que nous avons bien plus longtemps à vivre que cela. Et cela s'étale sur 4 continents géographiques. Donc c'est un espèce de roman total, si je peux l'appeler ainsi. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Si vous ne ressentez qu'un quart du plaisir à la lecture que moi j'ai ressenti en l'écrivant, je serai déjà satisfait. Eh bien, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui en a fait l'expérience sur la scène. Ce roman est très compliqué à synthétiser. Il y a 3 parties différentes qui couvrent 3 moments de la vie de ce personnage, qui portent 3 noms différents. Mais vous avez mentionné le roi Salomon, il y a différentes scènes
l'arrivée de la reine de Saba dans la Jérusalem du roi Salomon. Il prend comme source un texte sacré éthiopien qui dit qu'ils ont eu un enfant à ce moment-là, et il en fait le récit. En tant que lecteur, ces scènes sont absolument réjouissantes. C'est un petit peu le roman historique comme celui de Flaubert avec Salammbô. Il y a des descriptions incroyables, tellement détaillées de l'environnement, des personnages, ce qui passe par l'esprit de la reine de Saba, du roi Salomon. Vous avez un chapitre de 8-9 pages qui porte sur la première visite. 20-30 pages plus tard, il y en a un autre. Et en lisant ces scènes, on ressent le plaisir que vous avez ressenti à l'écriture, car vous avez tellement lu et tellement imaginé. Et des scènes qui me semblent fictives. Bon, il y a un personnage qui s'appelle Joshua Abraham Norton, un empereur américain, ce qui semble complètement artificiel. Cela semble être le produit de votre imagination, mais si vous allez faire des recherches, eh bien, pas tout à fait. Pour se rapprocher de la France, il y a une scène où le pacha algérien rencontre un Français. C'est une réunion très importante. Une mouche atterrit sur le Français. On la chasse avec une tapette à mouche, et c'est ça qui provoque tous les problèmes coloniaux de l'Algérie. Mais c'est fait avec tellement de plaisir que c'est réjouissant d'un point de vue narratif. Et je souhaitais confirmer cela au public. C'est l'une des merveilles à la lecture de ce livre, cette suite de scènes tant historiques qu'imaginaires. Merci, Daniel. Je vois que vous avez effectivement lu le livre. Ça n'est pas le cas de tous les modérateurs que je rencontre. Alors oui, l'un de mes modèles, c'est effectivement le roman historique de Flaubert, Salammbô. Un autre modèle, c'est 100 ans de solitude. Moi, parfois, j'appelle mon roman 50 ans de solitude, car mon personnage ne vit que 50 ans. Mais c'est un livre qui ne requiert pas d'explication ou d'explication. Archibald MacLeish avait raison quand il disait qu'un poème ne devait pas signifier, mais être. J'ai l'impression que mon livre est, il existe. Tout ce qui l'entoure, je peux raconter ce que je veux à son sujet, peu importe. Ça n'a aucune importance. Je peux vous le décrire. Outre ce que vous avez dit, je peux vous dire que ça porte sur un personnage, Théodoros, qui est né en Valachie, au sud de la Roumanie. Il a réellement existé. C'est un personnage dans une nouvelle d'un auteur roumain mineur qui, dès le début, dès son enfance, n'avait qu'une seule obsession unique. Il était complètement fou. Il n'était pas sain d'esprit. Et donc, dès l'enfance, il avait eu une obsession, à savoir qu'un jour, il deviendrait un grand empereur. Et lorsqu'il jouait avec d'autres enfants, c'était toujours lui l'empereur, et tous les autres enfants étaient ses esclaves. Et ce type qui a vraiment vécu a, un beau jour, disparu du jour au lendemain. Et plus personne n'a eu de nouvelles. Mais un de ses amis, après quelques années, est devenu notre ambassadeur à Londres.
Il a commencé à faire des recherches dans les archives du British Museum et il y a trouvé la correspondance entre le roi Théodros II, le grand empereur d'Abyssinie, et la reine Victoria. Il a commencé à lire ces lettres et il a été absolument époustouflé. Tout d'abord, Théodros et Théodoros, c'est le même nom. Le visage de ce roi était assez similaire au type des Balkans, pas au type éthiopien qui était plus sombre. Et puis, le début et la fin de la lettre, c'était des formules assez habituelles en Valaquie. Alors, il s'est posé la question de savoir si ça pouvait être vrai, si cet enfant avait pu réaliser son rêve qui semblait impossible. En effet, c'était le fils d'un domestique. Alors avait-il réalisé ce rêve impossible de devoir empereur en devenant empereur d'Abyssinie? Alors, bien évidemment, ça n'est pas vrai dans la réalité. Mais ce qui n'est pas vrai dans la réalité peut devenir vrai dans la fiction. J'ai donc dû inventer un mécanisme qui permettait de faire en sorte que un kidam de la rue en Valaquie puisse évoluer étape par étape, monter les escaliers du pouvoir, marche par marche, pour devenir empereur. C'est historique, mais c'est aussi un conte. Et c'est aussi de la théologie. Les plus grandes œuvres de l'humanité, Homère, Goethe, Dante, les dieux participent à l'action. Et c'est aussi le cas dans mon livre. Donc il y a toutes ces facettes, la réalité, l'irréel, le rêve, l'obsession, la fiction, le crime. Et tout ceci qui se mélange, qui se conjugue dans cette œuvre de Fabergé pour le faire briller. Oui, et c'est une réussite. Et comme je l'ai déjà dit, vous avez la chance que de grands traducteurs aient eu l'occasion de traduire vos œuvres en français, en anglais et maintenant en allemand. Alors, je me tourne vers le public. Je crois qu'il nous reste 5 minutes pour poser peut-être 1-2 questions. Merci beaucoup. Je souhaitais revenir aux commentaires que vous avez faits concernant la traduction et la langue. Je lis vos livres en italien et j'aime tellement la qualité de l'écriture que je me dis j'aimerais bien pouvoir vous lire en roumain. Alors la question que je vous pose, c'est la suivante. Quelle est l'importance de la langue et comment jugez-vous la qualité des traductions? Merci pour votre question. Récemment, j'ai participé à un événement à Amsterdam, dans une salle bien connue. Et Yankee Lambos, mon traducteur en néerlandais, se trouvait juste à côté de moi. Et quelqu'un lui a posé la question, c'est comment de traduire les œuvres de Cartarescu? Et il a fait comme ça, il s'est tapé le front. Il a fait juste cela, il n'avait pas besoin d'en dire plus. C'est terrible de traduire Cartarescu. Il y a des archaïsmes, en effet, une partie de l'histoire se déroule au XIXe siècle. Il y a aussi des formules bibliques. 4 chapitres portent sur le roi Salomon et la reine de Saba. Mes sources étaient non seulement la Bible. Bon, la Bible ne dit pas grand-chose quant à leur histoire d'amour.
Mais il existe le Kebra Nagas, la Bible éthiopienne, qui raconte toute cette histoire. Et puis, il y a des régionalismes de toutes sortes. Dans chaque situation, mon personnage parle une langue très différente. Le tyran Théodros envoie des lettres à sa mère qui est restée en Valachie. Mon personnage est un tyran sanguinaire et très méchant, mais en même temps, je voulais en faire un personnage plus vrai que nature, en faire un vrai personnage qui est humain, et je lui ai donc accordé la capacité à aimer sa mère et ses chats, parce que moi, j'aime les chats aussi. Théodros, c'est moi? Oui, partiellement, je dirais. En effet, son trait de personnalité le plus important, c'est l'ambition. Mais il y a deux types d'ambition. Il y a l'ambition blanche et l'ambition sombre. Pour pouvoir faire quoi que ce soit dans le monde, on a besoin d'ambition, mais il faut de l'ambition blanche, qui est de vouloir aider autrui. Et puis, il y a l'ambition sombre, qui est celle des tyrans. L'ambition de gravir les échelles en marchant sur les autres. Une fois que vous êtes assis sur le trône, vous ne vous en satisfaites pas, vous voulez continuer et atteindre le trône divin. Moi, à mon sens, les tyrans veulent devenir Dieu. Et une fois que vous atteignez le trône divin, ça ne vous satisfait pas non plus. Parce que votre instinct, c'est celui d'atteindre le sommet et vous n'êtes jamais satisfait, vous restez insatisfait. Vous en voulez de plus en plus, vous voulez devenir de plus en plus visible, de plus en plus puissant et écraser de plus en plus de monde sous vos propres talons. Une deuxième question, puis Mircea ira à l'étage et il aura un petit peu de temps pour répondre à d'éventuelles questions que vous n'auriez pas eu l'occasion de poser. Merci beaucoup pour cette fantastique séance. Moi, j'ai grandi à Moscou. Je comprends donc bien tout ce que vous dites par rapport à l'importance du divertissement par la littérature, car c'était le cas pour nous aussi. Je me demande comment vous avez organisé, comment a été organisé le processus de traduction dans votre enfance. En Russie, on avait la chance que des auteurs devaient être traduits. Pasternak a traduit Shakespeare parce qu'il ne pouvait pas vivre de sa propre littérature. Donc, il y avait la même chose en Roumanie ou pas? Eh bien, personne ne peut vivre de son art en Roumanie. Et donc, la plupart des artistes et des écrivains devaient avoir tout un tas de boulot pour pouvoir survivre. À titre d'exemple, moi, j'ai toujours eu au moins 3 boulots pour pouvoir survivre. J'étais professeur à l'université, mais en même temps, j'étais journaliste. Et je travaillais aussi en même temps pour d'autres institutions. Je me pose parfois la question de savoir quand est-ce que j'avais le temps d'écrire, car ma vie était très pleine. Le journalisme, bon, c'est une catastrophe pour les artistes et les écrivains. Le journalisme, c'est comme jouer au ping-pong plutôt que de jouer au tennis. C'est similaire et en même temps, ce sont deux sports complètement différents. Lorsque vous faites du journalisme, ça mutile la main avec laquelle vous écrivez votre littérature. Donc, j'ai dû écrire pas seulement du journalisme culturel, aussi du journalisme politique, ce qui est très dangereux. Imaginez, dans notre pays, tout comme dans tous les pays de l'Est, la plupart des politiques sont comme la mafia. Et donc, ils se vengeaient de tous les intellectuels qui les remettaient en question. Et aujourd'hui encore, après 25-30 ans,
je ressens encore leur haine et leur envie de me punir de bien des manières différentes. J'ai dû faire cela, non pas seulement pour gagner ma vie, mais aussi pour changer mon pays. C'était absolument capital pour moi-même, pour tous mes collègues, pour tous les intellectuels de faire cela. Ça a permis de donner une impulsion à nos compatriotes pour aller vers la démocratie, les droits humains, l'Europe et tout ce qui était bon et positif pour l'Est. Donc, aucun regret. Eh bien, moi, j'ai le regret que nous devons nous arrêter là. Give Mircea an applause.